Bonjour Léonore de Recondo. Bonjour. La Galerne vous accueille pour votre dernier roman paru chez Sabine Vespizer, éditeur, Pietra Viva. Vous faites dans Pietra Viva le récit du voyage de Michelangelo qui se rend à Carrare pour choisir le marbre dans lequel il sculptera le tombeau du pape Jules II. Léonore de Recondo, tout d'abord, que veut dire Pietra Viva ? Alors, Pietra Viva, littéralement, de l'italien, ça veut dire pierre vivante. Ensuite, il y a moi j'y ai ajouté plusieurs significations. Alors il y a la signification aussi des marbriers. Ceux qui travaillent donc le marbre dans les carrières, ceux qui découpent le marbre, appellent la Pietra Viva la pierre fraîche, le bloc qui vient d'être découpé. Donc ça aussi, cette signification technique. Et au-delà de cela, pour moi, c'était aussi la métaphore du magma intérieur de Michel-Ange et de ce que pouvait être son inspiration. Question toute simple, comment débute-t-il votre roman ? Alors, au niveau de l'histoire, alors on est en 1505, Michelangelo a 30 ans, il est déjà assez connu, il a fait sa Pietà de Rome et son David, en tout cas il est assez connu pour que Jules II le fasse venir à Rome, alors qu'il vit à Florence, le fasse venir à Rome juste après sa propre élection, parce qu'il veut avoir autour de lui les meilleurs artistes de l'époque, et donc Michel-Ange fait partie de cela. Et il se décide à lui commander son tombeau, donc ce qui est vraiment une commande extraordinaire pour un artiste de l'époque. Et Michel-Ange part, donc ce roman, c'est le récit de ces 6 mois de recherche de marbre. Donc la période est avérée, disons que le canevas historique autour duquel se fait le roman est un canevas avéré. Justement, comment vous est venue l'idée de faire de Michelangelo le héros de votre roman ? J'ai passé beaucoup de temps pas loin de Carrare, dans un petit village qui s'appelle Pietrasanta, où beaucoup de sculpteurs aujourd'hui encore vont chercher du marbre, et mon père y a beaucoup travaillé parce qu'il est lui-même sculpteur. Alors lui faisait du bronze, mais il y a énormément de carrières de marbre et j'ai côtoyé pendant à peu près une dizaine d'années ces sculpteurs-là, ces artisans, tous ces gens qui travaillent autour du marbre. Donc c'est ce qui m'a inspiré d'abord le roman. J'avais très envie d'écrire aussi sur les carrières, parce que ce sont vraiment des lieux extraordinaires de beauté, et les gens qui y travaillent ont cette force dans le face-à-face à la matière qui m'intéressait. Donc c'était d'abord ce lieu, et puis Michel-Ange qui est venu, la carrière qui s'appelle toujours la carrière Michelangelo, elle est toujours en activité, donc son ombre plane, il est toujours là. Je vais lire un extrait de votre roman. La mort fait l'éloge de la vie comme la nuit, celle du jour. C'est exactement ce qu'il ressent, depuis toujours ou presque, et si la mort d'Andrea l'a précipité vers les montagnes, c'est pour tenter d'extraire la lumière de l'abîme. La mort, c'est aussi un sujet de ce roman. Oui, bien sûr, c'est un des sujets principaux même. Donc, c'est-à-dire, Michel-Ange part à toute vitesse à Carrare aussi, disons, il se précipite dans les carrières parce qu'il le trouve mort, donc un moine. Donc disons que la mort est le premier déclencheur du roman. Un personnage, un moine que Michel-Ange avait côtoyé, qui le fascinait par sa beauté et qui meurt subitement, et Michel-Ange se pose cette question de pourquoi il est mort. Donc il y a un peu, durant le roman aussi, ce fil tendu avec cette question qui le ramène aussi à la mort de sa mère, à ce deuil qu'il a fait d'une certaine manière enfant à travers le déni et à travers l'oubli. Donc en effet, c'est aussi un roman sur comment on porte nos morts, et aussi est-ce que l'art peut être rédempteur dans ce cas-là. Donc ça se pose cette question-là sans, je pense, pouvoir vraiment y répondre, mais la question est posée. D'ailleurs, dans votre livre, le lecteur partage les pensées de Michelangelo et découvre par là même comment naissent dans son esprit les sculptures à venir. La création, l'œuvre d'art, était encore une fois un sujet que vous vouliez aborder. Oui,
je voulais aborder le mystère de la création, un peu sans aussi pouvoir y donner de réponse, parce que je pense qu'il y a des questions qu'on se pose tous, et même si on ne trouve pas de réponse, on continue de se les poser. Et peut-être que la beauté, justement, c'est de se poser ces questions. Et donc, oui, du mystère de la création, d'autant plus que durant cette période, durant ce séjour qu'il passe à Carrare, il a une vision dans la montagne, une vision d'un colosse, d'une sculpture extraordinaire qui était là. Il l'a vue sans jamais la créer. Donc je me suis aussi posé la question de qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, un créateur, bon là c'est un sculpteur, mais au-delà de cela, un créateur est dépassé par la propre vision de son monde intérieur. Donc c'est quelle est la genèse d'une œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, alors je pense que c'est un mélange de rêve, d'inconscient, aussi de construction, parce qu'on dirige aussi sa pensée, on la subit pas uniquement, mais c'est un mélange. Et donc c'est aussi la pietra viva, c'est aussi finalement ce mélange de cette chose à l'intérieur de lui qui va arriver à son paroxysme quand, le souvenir revenant, il va se retrouver dans cette carrière et avoir cette vision. Vous vous êtes appuyé sur la véritable histoire du sculpteur. Quelle est la part d'invention dans votre récit ? C'est toujours là que c'est la limite très très sensible. Hein. Donc, à partir du moment où j'ai décidé de cette période, et elle m'intéressait puisque quand même Michel-Ange a cette particularité d'aller chercher son matériau. Il est assez connu à cette époque-là pour rester à Rome et se commander ses blocs. Il n'est pas du tout obligé de faire le voyage jusqu'à Carrare pour aller les choisir. Mais lui, il est dans cette exigence aussi et dans ce désir de maîtrise et de contrôle de vraiment choisir le matériau au départ. D'autant que je pense qu'il a un rapport avec la pierre, c'est un amour en fait avec la pierre. Il dit que s'il avait eu encore du temps, malgré le fait qu'il ait vécu 90 ans, il aurait certainement fait cette sculpture. En tout cas, il en parle jusqu'à la fin de sa vie, de ce colosse, de cette... Donc, je me suis demandé quels pouvaient être les personnages qui incarnaient cette sculpture. Et tout le reste, c'est de la pure invention. En sachant que pour un personnage historique, de se concentrer sur 6 mois de sa vie, ça laisse beaucoup plus de champ libre, beaucoup plus d'espace vierge que de traiter 30 ans de sa vie où finalement on est tout le temps arrêté par un fait historique. Et comme moi je voulais quand même pas tout inventer, mais rester dans un cadre, puisqu'il m'intéressait et que j'allais l'utiliser pour parler justement de la création et de toute cette histoire, à partir d'un certain moment, donc je me suis documentée, puis à un certain moment j'ai décidé d'arrêter de me documenter et de commencer d'écrire le roman. Mais disons que voilà, la période, la vision, le lieu, tout ça c'est vrai, et tout le reste c'est de la fiction. Léonore de Recondo, quel livre ou quel auteur voudriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Alors, je dois dire que je viens de finir un livre extraordinaire. Alors, il s'avère qu'il est publié chez Sabine Vespizer, éditeur. C'est le livre d'Edna O'Brien, La maison du splendide isolement, qui retrace la rencontre en Irlande d'un activiste de l'IRA qui se cache et qui va se cacher dans la maison d'une vieille dame qui n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il fait, et puis une amitié va naître, et ce face-à-face entre ces deux personnages est absolument bouleversant. Donc je vous conseille cette lecture. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.